Donc l'idée, ce serait peut-être de commencer avec Ségolène Darly, géographe, puis Kaduna Demailly, du département de géographie également, puis de donner la parole à Carole Brunet, économiste, et enfin Dorc Zamounian, professeur en études cinématographiques. Voilà, donc Ségolène, si tu veux commencer peut-être par ce premier tour de table de quelques minutes chacun. D'accord, merci beaucoup. En fait, je pense que je vais commencer par un grand merci à Jean-Robert Vialet, parce que je pense que pour les enseignants, la sortie d'un film comme ça, c'est un outil pédagogique formidable. Bien sûr, quand l'événement Anthropocène est sorti, tous ceux qui travaillent un peu sur l'environnement, enfin moi je travaille sur les espaces ruraux, les systèmes agroalimentaires, mais en géographie on est quand même nombreux forcément maintenant à tous croiser l'environnement. Donc on l'a tous lu, on a tous trouvé ça formidable, on s'est tous dit il faudrait que tous nos étudiants le lisent. Et puis bien sûr, on s'est confrontés à l'ouvrage de plus de presque 300 pages, l'idée que peut-être ça leur prendrait plusieurs semaines de lecture. Et donc on a souvent reculé devant l'effort. Et donc là, c'est vrai qu'un document comme ça nous permet de rentrer à la fois sur la thématique, sur les enjeux, mais aussi sur l'ouvrage derrière. Et donc, voilà, pour des enseignants-chercheurs, c'est vraiment très précieux. Moi, j'utilise de plus en plus ce miroir entre le film et les ouvrages pour aussi essayer de décrisper les étudiants dans la lecture. Et c'est vraiment très, très important. Ensuite, sur le film lui-même, pour être très concise, puisqu'on est nombreux à parler, je parlerai juste d'une scène que j'ai retenue. Alors j'en ai retenu beaucoup, bien sûr, mais je me suis dit, celle-là, je vais en parler. Dans mes recherches sur les conflits d'environnement, c'est vrai qu'il y a un moment, une expérience commune qui ressort très fréquemment comme un moment de prise de conscience plus générale, qui est celle de cette image envoyée de l'espace, cette image de la Terre envoyée de l'espace, et voilà, qui fait que des millions de personnes constatent que la Terre est ronde, mais surtout qu'elle est finie, et que donc nous vivons dans un vaisseau spatial qui n'est pas à ressources illimitées. Et en fait, le fait de moi me retrouver derrière un écran, parce que moi bien sûr je suis née après cette image, j'ai pas eu cette expérience-là, mais finalement ça me fait vivre cette expérience en me mettant dans la position de cette personne qui voit l'image apparaître à l'écran, même si j'ai déjà vu la Terre maintenant dans son ensemble plusieurs fois, sur d'autres supports. Et voilà, ça m'a... Voilà, ce rapport sensible et puis le visionnage comme une expérience, j'ai trouvé ça très intéressant, notamment par rapport à mes sujets à moi. Voilà, pour être brève. Je me joins évidemment aux remerciements de Ségolène, et puis c'est vrai que alors, il y a moi aussi sur cette réaction un peu individuelle plusieurs choses qui m'ont marquée, mais notamment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, cette occasion loupée avec l'énergie solaire, donc cette maison, donc effectivement qui est la seule figure féminine aussi du documentaire, cette maison donc solaire autosuffisante. Où on voit effectivement aujourd'hui cette question de l'énergie, c'est une question qu'on aborde beaucoup dans l'ensemble des formations. Donc dans le Master Trees, moi je suis aussi responsable d'un master en géographie qui s'appelle VARAP. Je ne décline pas l'acronyme, allez si je le décline. Donc vulnérabilité, alternative, résistance, adaptation. Et où on a justement un cours mutualisé avec le Master Trees sur la construction de la citoyenneté environnementale, et dans le cadre duquel on mobilise beaucoup les supports audiovisuels avec beaucoup de réflexion, et notamment on a passé demain, donc voilà, avec tout ce qu'on peut en dire, mais pour essayer de faire réfléchir bien sûr à ces questions. Et pour revenir à la question de l'énergie, encore plus aujourd'hui où on a tous ces enjeux un peu fin du monde, fin du mois, avec aussi la question vraiment des enjeux d'augmentation des tarifs qui sont quand même, qu'on vit tous au quotidien en ce moment. Et beaucoup d'initiatives, justement, citoyennes qui commencent à émerger par rapport à ces questions. Donc la question de l'autoconsommation, la question de production, avec des projets, notamment de sociétés, de coopératives d'énergie,
Et dans le cadre justement des pratiques pédagogiques, on essaye beaucoup de travailler avec ces acteurs. Donc là, on est plutôt sur le registre des alternatives, des propositions, et notamment dans le cadre d'un atelier dans le Master VARAP avec un collectif qui s'appelle Pleine Énergie Citoyenne et qui donc crée des centrales photovoltaïques, notamment sur des établissements publics, des groupes scolaires. Et donc là, cette année, avec nos étudiants, on a vraiment travaillé à des ateliers un peu de médiation pour effectivement que ces actions soient connues, que le public soit sensibilisé, comprenne aussi, parce qu'il y a plein d'enjeux techniques. Et il y a aussi tout ce côté un peu technique, un peu pointu, qui fait que parfois un certain nombre de personnes n'osent pas ou ne veulent pas rentrer dans ces sujets en disant attention, moi justement, je ne suis pas du tout compétent. Et donc il y a bien sûr tout cet enjeu un peu de la diffusion, de la vulgarisation. Et le film en est un des outils qui me semble vraiment important. Donc voilà, aussi pour amener aussi cette question du film qui finit sur le point de non-retour, et aussi pour réfléchir à un avenir un peu construire avec. Enfin, c'est un peu aussi ce que dit bien le livre, hein, survivre et vivre avec cet anthropocène pour essayer de construire des choses aussi positives, un peu d'espoir quand même. Voilà. Alors bonjour à toutes et tous, je ne sais pas si ça marche. Oui, alors je me joins également aux remerciements à Jean Robert et à Arte Campus et puis à toute l'équipe de l'ABU, à Goran en particulier, pour avoir organisé brillamment toute cette séquence, ainsi qu'à Morgane Retière qui a accompagné les étudiants tout au long. Moi, si je dois revenir sur une séquence du film, ou celle que j'avais envie de retenir, c'est la dernière séquence. Alors, elle est assez peu ciblée parce qu'en fait, elle fait un retour assez global, il me semble, sur le propos du film. Et en voyant tout à l'heure ce que les étudiants avaient eux-mêmes proposé comme restitution à travers leur carte mentale, je me suis dit, j'ai retrouvé un certain écho, en fait, parce que j'ai trouvé, en fait, dans cette dernière séquence, on revoit, en fait, à la fois le 19e siècle. On doit repasser par des moments de crise, la guerre, la militarisation, les crises agricoles, ou en tout cas le monde techno-agricole. Et puis on revient à ces images aussi satellitaires ou à cette figure de la Terre. Et puis on retrouve ces enfants sur la plage. Donc on rebalaye un petit peu vite toutes ces figures clés. Et j'ai trouvé que ça permettait de remettre en système, en fait, tout le discours qui était porté par le film. Et ça m'a semblé vraiment intéressant. C'est ce que j'ai retrouvé dans la carte mentale des étudiants aussi, cette manière finalement de remettre en lien, de connecter des choses que l'anthropocène, au final, nous signifie être en déconnexion. Et en particulier, ces sphères économiques d'un côté qui prend le dessus, qui s'impose et qui impose des normes, des règles aux autres sphères, à la sphère sociale, à la sphère des humains, et puis plus largement à la sphère économique. Et alors ça m'a parlé à double titre. D'une part parce que je trouve que ça met extrêmement bien en évidence des approches, disons l'approche par le désencastrement qu'a porté Polanyi. Alors c'est des choses qu'on voit avec les étudiants en cours et que peut-être certains, sans doute certaines et beaucoup sont familiers ici. Et cette question du désencastrement et de la grande transformation qu'a mis en évidence Polanyi, on la retrouve, je trouve, de façon assez magistrale ici, et poussée à un degré peut-être encore plus fort, avec l'accent évidemment sur la crise écologique. Et donc ce passage, cette mise en système de la fin, je trouvais donner un très bon résumé de ce décalage entre ces mouvements très lourds de fond qu'impose en fait le système technico-économique. Et puis, d'un autre côté, une fragilité. Donc, on le retrouve avec l'image de la Terre, mais on le voit aussi en fait avec les visages. Il y a beaucoup de regards qui sont présentés, parfois fuyants, parfois plus soutenus. Et j'ai trouvé aussi que c'était vraiment intéressant de faire dialoguer, justement, de remettre ensemble cet appel à la sensibilité. C'est un moment assez fort. Il y a la musique qui accompagne aussi cette dernière séquence, fait qu'elle est, je trouve, assez dramatique.
Et on se quitte en plus sur une note qui, voilà, enfin, qui n'éteint pas cette dramatisation, qui la laisse en suspens. Et donc, j'ai trouvé que c'était voilà, vraiment un moment assez fort, un peu triste peut-être, parce que ça nous laisse avec un petit sentiment, justement, pas forcément de révolte, mais d'impuissance, ce qui ne veut pas dire qu'on ne passe pas à l'action derrière, et peut-être c'est quelque chose sur lequel aussi j'aimerais revenir, mais dans le second temps tout à l'heure, pour ne pas être trop longue tout de suite. Voilà, je crois que j'ai fait passer. Beaucoup. Merci. Doc, à toi. Alors, attends. C'est bon, ouais, je me rapproche un peu. Voilà, non, moi aussi je suis très content d'être là. Merci à Goran qui a été à l'impulsion de cette invitation, à Arte Campus pour leur intérêt et à Morgane aussi pour tout ce qu'elle fait avec le master. Et aux étudiants aussi, j'étais ravi de découvrir votre carte mentale tout à l'heure. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire hein, sur le film de Jean-Robert que j'ai eu beaucoup de plaisir à voir. Ce qui m'a marqué, c'est l'approche transversale en fait entre voilà, les différentes pratiques et disciplines, différentes histoires aussi. C'est presque une histoire du colonialisme également. Voilà. Ce qui m'a frappé dans cette transversalité, qui est vraiment critique pour moi, c'est le lien entre la question du progrès, de l'industrialisation associée à ce progrès et de la guerre. Comment en fait la guerre est le lieu d'une expérimentation aussi des techniques, des technologies qui ont des effets ensuite sur les puissances industrielles. On l'a vu avec voilà, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la guerre du Vietnam. Voilà, donc ça m'a beaucoup frappé. Et très localement, il y a des informations, des pépites. Tu as utilisé ce terme tout à l'heure. Moi, c'est ce qui m'a marqué. Alors, est-ce que c'est ça, le Dupont ? C'est notamment les filets de pêche en relation avec les tissus de parachute. Comment les tissus de parachute de Dupont voilà, favorisent ensuite voilà, la pêche massive avec des nouveaux filets, quoi. Ça m'a vraiment frappé. Ou alors l'empreinte carbone d'un soldat américain qui est 248 fois plus importante, 228 fois plus importante qu'un même soldat américain lors de la Première Guerre mondiale. Voilà, il y a comme ça des informations totalement saisissantes. Et je me demandais aussi par rapport à cette transversalité et puis ce point de rencontre entre progrès et guerre, ce qu'il en est aujourd'hui de la guerre en Ukraine, hein, parce que voilà, il y a une dimension d'échec, de caractère un peu déprimant quand on lit la presse. Alors bizarrement, mais pas en relation ces choses-là. Alors elles sont en relation, mais par exemple, voilà, la nouvelle politique en énergie fossile de l'Arabie Saoudite, par exemple, ou la façon dont la Chine et la Russie se réorganisent, ou encore plus près de chez nous en Italie. Le gouvernement néofasciste qui voilà, se focalise sur les énergies fossiles. Donc il y a des choses comme ça très concrètes et très graves qui sont en train de s'opérer. Donc voilà, est-ce que ce n'est pas cette répétition-là qu'on est en train de vivre ? Et je me demandais, tiens, qu'est-ce que ce serait une guerre décroissante, quoi ? Ça n'existe pas. Mais voilà, c'est une question que, si Jean-Robert, tu veux répondre à cette question-là, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, c'est vrai que voilà, je suis frappé de cette alliance. Hein, et la guerre en Ukraine est le lieu d'expérimentation de nouvelles armes. C'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles on parle très peu de la fin de la guerre. Hein, quand on voit les experts sur les plateaux télé, c'est souvent des experts militaires, mais pas du tout des experts du climat qui indiquent les effets aussi de la guerre, de toutes ces expérimentations en cours par rapport voilà, et ces effets climatiques. Après, ce qui m'a marqué aussi, alors c'est une forme d'ambiguïté. Alors je sais que l'ambiguïté, parfois dans le documentaire, voilà, parfois il y a des contraintes avec les producteurs, les diffuseurs, tu en as parlé tout à l'heure. Et moi, c'est la question de certaines images qui ont été choisies, notamment des images voilà, de vues aériennes, de gratte-ciel, de buildings éclairés comme ça, qui renvoient effectivement au progrès, mais qui pourraient aussi tout aussi bien renvoyer à un contraire, un questionnement justement, qu'est-ce que ce serait le tertiaire envisagé du point de vue de la décroissance. Et sur cette ambiguïté-là, je voulais montrer un court film. Alors c'est 57 secondes, mais peut-être que ça sera 30 secondes, on verra, qui est là-bas. Alors je sais que pour les opérateurs d'Arte, ça va peut-être pas être facile, je ne sais pas comment vous allez faire. Mais voilà, c'est un film de 1897 qui s'intitule « C'est une vue lumière ». Hein, une vue, c'est un plan fixe. C'est les frères Lumière qui ont envoyé des opérateurs un peu partout dans le monde. Et là, c'est une vue, une image fixe. Ça s'appelle « Puits de pétrole à Bakou ». Voilà, j'en dirai un mot juste après.
D'ailleurs, on n'est pas obligé de tout voir, Goran, mais c'était bien qu'on ait la possibilité de le voir. Voilà, puits de pétrole à Bakou, donc dans l'actuel Azerbaïdjan. Enfin, bon, voilà, ça s'est arrêté, c'est pas très grave. Pour moi, cette image-là, en fait, a été réalisée à l'époque, non pas pour condamner voilà, la pollution produite par les énergies fossiles. Là, voilà, c'est des puits de pétrole qui sont en feu et dont la pollution sature l'image aussi. Hein, c'est ça qui est impressionnant dans cette vue. Mais en fait, c'est une image pour vanter la croissance, en fait. C'est pas du tout. Donc en fait, aujourd'hui, quand on regarde, moi j'ai un peu travaillé cette séquence avec mes étudiants, on dit tiens, en fait, c'est purement voilà, pour dénoncer, mais en fait, non, c'est pour célébrer. Donc je voulais savoir, si Jean-Robert, tu veux répondre, parce qu'on a peu de temps, mais voilà, est-ce que cette ambiguïté-là, c'est quelque chose dont tu avais conscience quand on voit, pour moi, voilà, ces images de buildings, des vues aériennes qui sont très belles par ailleurs. Est-ce que c'est pour mettre... Voilà. Est-ce que cette ambiguïté-là, elle est recherchée, ou alors c'est, je sais qu'il y a la voix off aussi de Jacques Bonafé derrière, mais est-ce que est-ce que tu as conscience de cette ambiguïté-là? Est-ce que c'est une manière de dénoncer finalement un secteur tertiaire qui doit également décroître, ou alors c'est pour évoquer aussi une croissance qui a eu aussi des effets bénéfiques, quoi. Non, bien sûr, c'est les deux. L'ambiguïté, c'est nous, au fond, l'ambiguïté, parce que la question la mobilisation des forces de l'industrie pour produire du capital, etc., bon, cette histoire-là, on la connaît, elle est évidente. Je pense qu'elle est assez bien clairement dans le film, quand on raconte la Première Guerre mondiale dont tu parlais, par exemple, et qu'on raconte qu'en 4 ans de guerre, ils sont passés de 5 000 à 50 000 employés du pont. En question. Donc on voit à quel point le développement, le progrès lié à la guerre là peut produire énormément de capital. Mais sur la question des ambiguïtés, effectivement, j'ai tout le film travaillé là-dessus, parce que je voulais pas non plus faire un film qui montre du doigt seulement l'industrie, le progrès scientifique comme une chose comme ça, un supra-pouvoir qui au fond nous domine tous et sur lequel nous n'avons aucun moyen d'action. La question se pose tout le temps quand même de notre responsabilité à nous aussi en tant que consommateurs, en tant que votants dans des démocraties modernes, etc. Donc voilà, et c'est aussi la question de montrer le monde tel qu'il est, c'est-à-dire ces mégapoles d'aujourd'hui, la consommation électrique d'aujourd'hui, etc. Ces images posent comme ça des choses, elles posent l'ambiguïté qui est la nôtre au quotidien, c'est-à-dire de l'utilisation de nos systèmes, des systèmes techniques dans lesquels nous sommes à la fois desquels nous sommes à la fois dépendants et acteurs aussi parfois dans notre travail ou dans nos modes de consommation. Donc je ne pouvais pas ne pas mettre de l'ambiguïté pendant tout le film, parce que ce film doit nous questionner aussi nous-mêmes en tant qu'individus, participant à une société. Donc voilà, donc il y a plein un film comme ça, c'est vraiment l'idée, c'est d'y injecter tout ce qu'on ne peut pas dire parce qu'on a 100 minutes, c'est d'y injecter partout du sous-texte, par les images, par le montage de fin dont vous parliez aussi. Voilà, l'idée, c'est que pour moi, un film est fait autant de sa proposition de base, là, entre guillemets, là, en l'occurrence, la voix off et les images, mais il est autant fait de tous les sous-textes qu'il y a dedans, qui sont les sensations que peuvent produire les images, et qui doivent d'ailleurs être quasi... et plus le film est réussi, plus le sous-texte est propre à chacun, pour moi. Voilà, dans un documentaire intéressant, constructif comme ça. Plus il y a de la possibilité de création pour le spectateur par son propre imaginaire. Donc moi, j'aime bien les interprétations différentes, par exemple... Alors justement, on peut rebondir là-dessus, sur les interprétations ou le point de vue de chacun d'entre vous à développer par rapport à vos champs de recherche et votre discipline. Tiens, le micro. Alors, plus que... avec Ségolène, on a préparé un peu quelque chose à deux voix par rapport à la discipline, plus qu'à nos champs de recherche spécifiques. Mais sur l'articulation justement entre film et géographie. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau dans les pratiques pédagogiques. Alors moi-même, quand j'étais étudiante, au début des années 2000, j'ai fait mes études à la Sorbonne et on avait la possibilité de suivre un cours, un atelier film, en fait, qui permettait de travailler le support audiovisuel dans différentes formes. Ça pouvait être vraiment justement un support exploratoire pour débuter une enquête ou vraiment un support de restitution de résultats.
Et d'ailleurs, cet atelier, il était vraiment structuré en lien avec une association qui existe toujours, qui s'appelle Arimage, et qui faisait vraiment la promotion du film documentaire, et qui organise toujours chaque année un festival, un territoire en images, qui a lieu à l'Institut de géographie. Donc pour dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui est nouveau, mais par contre c'est quelque chose effectivement ces dernières années qui s'est beaucoup amplifié, à la fois dans la recherche mais aussi dans les pratiques pédagogiques. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde un petit peu de la géographie, il y a vraiment des équipes qui se sont un peu distinguées. Donc il y a Bordeaux, bien sûr, il y a l'Université de Bretagne, il y a l'Université Paris 1, Toulouse aussi, dans le cadre du LABEX, a mis en place un séminaire autour de la question de l'image et du sonore. Parce que c'est vrai qu'aussi toute la question des podcasts, par exemple, devient vraiment centrale et de plus en plus utilisée à la fois dans les cours mais aussi dans les recherches. Dans une optique aussi, et je pense qu'on est un peu tous là pour ça, de diffusion en fait, de ces connaissances, de vulgarisation, de contact et de transmission de tous ces savoirs et de toutes ces connaissances. Et donc là, vraiment un petit peu une nouvelle ampleur. Et donc là, par exemple, on a organisé, notamment moi et plein d'autres, dans le cadre d'un festival international de géographie qui s'est déroulé à Paris en 2022. Donc un festival qui rassemble un petit peu dans son format classique, beaucoup de communication. Et puis il y avait un festival chaque soir autour de travaux d'étudiants, notamment à la fois filmiques et sonores. Donc pour montrer un petit peu toute l'effervescence autour de ces outils qui vraiment offrent plein de nouvelles potentialités, mais aussi des défis techniques. Et nécessite aussi dans les cours, si on veut vraiment s'en saisir, de développer aussi vraiment des aspects opérationnels, techniques qui prennent beaucoup de temps aussi, parce que on ne peut pas forcément s'improviser, effectivement, de créer, de construire un film, de construire un podcast. Donc il nous faudrait encore plus d'heures pour pouvoir vraiment utiliser de façon très pertinente ces outils, mais en tout cas, assez rapidement de mettre en avant un peu ces évolutions. Et je laisse Ségolène compléter. Oui, non, je voulais juste compléter un peu sur, peut-être sur la question comment on interprète ces images dans nos cours de géographie, par exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, un film comme ça, on va pouvoir avoir plusieurs degrés d'interprétation. Et du coup, pour nous, c'est très intéressant parce qu'on peut l'utiliser à différents moments de la formation. Au début, où on essaye de sensibiliser nos étudiants à l'importance de savoir lire l'espace, savoir naviguer dans l'espace, mais aussi naviguer dans les échelles. C'est un truc assez fondamental et que parfois, quand on arrive sur les premières années en géographie, on a un peu du mal à comprendre ce que ça veut dire, quel est l'intérêt. Donc on donne tout un tas de méthodes pour pouvoir lire à différentes échelles et clairement dans L'homme a mangé la terre, on peut saisir toute l'importance et notamment dans la façon dont est restituée la connaissance et le message avec des plans très serrés, juste un visage, un corps, une maison, un champ, et puis au final la terre. Donc ça paraît un peu banal de dire les choses comme ça, mais ça permet très concrètement de montrer la matérialité aussi de ce que c'est une échelle d'interprétation et comment on navigue entre ces échelles pour surtout faire le lien entre les différentes échelles. C'est pas juste de pouvoir passer de l'une à l'autre. Et puis un peu plus tard dans la formation, on va beaucoup s'attacher à interpréter justement cette dimension spatiale, la dimension spatiale des processus sociaux. Et là, typiquement, moi, je vais pouvoir rentrer sur des notions un peu plus complexes qu'a développé, par exemple, David Harvey sur la notion de spatial fixe, comment le capitalisme, en fait, résout ses crises en les déplaçant dans l'espace. Il y a vraiment l'idée de déplacer géographiquement la crise pour donner l'apparence que c'est un système un peu stable. Mais en fait, il est toujours en crise quelque part. Et l'intérêt, là, c'est que dans le documentaire, on met bout à bout tous ces quelque part dans un même lieu qui est le film. Et on peut naviguer comme ça. Alors, on va pouvoir rentrer sur cette question de la dimension spatiale des processus. Et puis là, je pense qu'il y a un truc très intéressant qui se fait dans des espaces comme ça, là, où on fait se rencontrer autour de l'image, du film, des mondes, des disciplines différentes.
je pense, et je me dis ça aussi parce que cette année, j'ai une collaboration dans mon cours sur les systèmes agroalimentaires avec une collègue photographe du département art plastique. Et donc, on a des étudiants en formation art plastique avec des étudiants en géographie. Parce que en géographie, on produit beaucoup d'images, hein, comme le disait Kaduna, c'est quand même une discipline qui utilise les images notamment pour voyager sans trop bouger, ou pour faire voyager les gens sans trop bouger, parce que voilà, c'est pas toujours facile. Mais voilà, on sait que c'est des géographes qui ont produit ces images, on arrive à les interpréter, et on arrive surtout à reconstituer les conditions dans lesquelles elles ont été faites, un peu avec quels objectifs, puis quel matériel très concrètement. Et là... finalement, quand on utilise un film comme ce documentaire, on maîtrise pas très bien, moins, comment il a été fabriqué. Voilà, un montage, moi, je sais pas très bien comment ça fonctionne, mais surtout, je pense que voilà, quand c'est en journaliste qu'on fait ça, quand c'est en plasticien qu'on fait ça, quand c'est en artiste, on va pas le faire de la même façon. Là, on se disait, oui, c'est vrai, le fait qu'on ait reconstitué des scènes bon, je m'étais jamais trop posé la question, mais du coup, ça veut dire que aussi pour nos étudiants, ça veut aussi dire, nous, dans nos formations, intégrer ça aussi dans les méthodes de critique de la source, en disant comment est-ce que à cette époque on faisait des films, ces archives, posez-vous la question de la matérialité de la production des savoirs, et ça, je pense que c'est des choses qui émergent, voilà, dans des espaces comme ça, et qui du coup ça fait avancer aussi nos disciplines, nos formations. Très intéressant. Merci. Alors, je prends la relève en économie et le regard va être un peu différent. Pour dire les choses de manière très large et sans doute trop large, mais en économie, je pense que de façon générale, l'utilisation de l'image du film dans l'enseignement et à l'université est assez peu répandue, assez peu fréquente. Alors, je ne dis pas que ça n'arrive jamais, hein, parce que j'ai connaissance de quelques expériences assez intéressantes, mais qui sont justement assez localisées. Et j'ai essayé de réfléchir un petit peu à la question. C'est pourtant pas les supports qui manquent, parce que ce soit sur du documentaire critique, que ce soit sur du film de fiction, on pourrait trouver moult exemples de films à travailler sur différents domaines, pas seulement l'écologie, mais j'ai vu qu'une collègue faisait l'initiation à l'économie, par exemple, à partir de la série The Wire. Donc j'ai trouvé ça absolument fascinant. Vous savez que ce n'est pas quelque chose de très répandu, mais pourtant en relisant et en lisant son travail de compte-rendu là-dessus, on comprenait à quel point ça permettait aux étudiants de toucher du doigt d'une autre manière les concepts, hein, et puis de les renverser parfois aussi. Parce que précisément, alors là on n'est pas dans la vraie vie, dans The Wire, mais en tout cas dans des activités sociales telles qu'elles sont décrites ici, on se retrouve assez loin du manuel d'économie de première année, quoi, et de microéconomie standard. Mais malheureusement, je pense que ce genre d'expérience n'est pas très répandu. Je lis l'expérience d'aujourd'hui ou l'expérience de cette collègue comme des invitations peut-être à le faire davantage. Si je me risque à une explication de pourquoi on ne retrouve pas plus de mobilisation de l'image, du film en économie ou de la représentation animée, j'y vois quand même une sorte de symbole disons d'un certain degré de déconnexion des outils, en tout cas utilisés par les formes les plus standards de la théorie économique. Et en effet, disons que la théorie économique dominante a quand même s'est énormément construite sur la formalisation, l'utilisation des outils mathématiques, l'abstraction. Et donc, dans ce contexte, la mobilisation des images réalistes ou tirées du réel, en fait, est, disons, vraiment orthogonale, quoi. Donc, remettre l'image et remettre le sensible dans les apprentissages en économie, ça me semble aussi être un moyen, précisément, de reconnecter la discipline avec le réel, avec d'autres approches aussi de l'économie, du coup.
Moi, j'avais aussi envie de revenir sur la question alors peut-être sans parler de la mobilisation du film ou de l'image dans l'enseignement, mais peut-être là où on s'est laissé aussi tout à l'heure sur la question des suites et de qu'est-ce qu'on construit ou qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qu'on peut travailler, que ce soit dans les étudiants ou avec les étudiants pardon, ou dans les travaux de recherche. On discutait tout à l'heure où il a été question du mot anthropocène. Hein. Donc on a bien rappelé, les étudiants l'ont mentionné, ce terme il ne fait pas consensus complètement, il est contesté. On a pu parler, je crois que c'était Tony qui parlait du capitalocène tout à l'heure, mais d'autres auteurs ont parlé du plantationocène. On évoquait tout à l'heure, et j'ai noté ce que Jean-Robert disait quand on était là-dessus, c'est-à-dire il a dit, je crois, vivre c'est continuer à penser le monde, et donc ça m'a fait penser évidemment à Haraway, et donc là je suis loin des économistes, mais néanmoins j'ai trouvé que c'était aussi une excellente manière de ramener peut-être, disons, d'autres directions ou des idées de transformation qui pourraient inspirer les stratégies de décroissance ou de post-croissance. Et donc Haraway, elle parle du Stulucène. Donc ça, c'est encore un autre terme qu'on aurait pu employer. Et en tout cas, ce qu'elle nous dit, c'est cette question finalement d'apprendre à vivre effectivement sur les ruines, dans les ruines, avec les ruines, et de non pas forcément d'essayer de bifurquer ou de faire une transition, ou ces termes qu'on entend beaucoup, mais en fait de persévérer, et en expliquant qu'en fait les solutions, elles sont là, elles étaient là avant et elles seront là après. Et donc c'est plus une manière de redonner de la voix, de rendre visible, ou une question en fait de redonner de la voix, de rendre visible à ces pratiques, à des savoirs, à des alliances qui ont été, disons, marginalisées, mises sous silence, etc. Et c'est aussi pour ça que, d'une certaine façon, je trouve extrêmement important que cette séance se tienne ici aujourd'hui, que je suis extrêmement heureuse qu'on puisse développer cette thématique de la question écologique ici à l'Université Paris 8, dans des quartiers qui sont les quartiers de la Seine-Saint-Denis, des quartiers populaires, des quartiers dans lesquels ce n'est pas toujours, disons, vécu comme standard de venir discuter d'écologie, dans des quartiers où peut-être on a tendance aussi à invisibiliser les pratiques écologiques des habitants et à invisibiliser les problématiques écologiques des habitants. Et donc je me dis aussi que voilà, notre présence à toutes et tous ici aujourd'hui, elle est importante de ce point de vue. Et pour en revenir à Haraway, elle dit un truc qui ressemble un peu au fait qu'on soit tous du compost, avec une sorte d'empilement en fait de choses qu'on sait, de choses qu'on a su faire avant, et voilà que ces choses elles remontent parfois ou pas, et bon, pas seulement des choses positives, hein, parfois on est en fait ce qui va émerger, c'est justement ces pratiques dans lesquelles on est plus ou moins prisonniers, englués. Et ce qui compte, c'est peut-être d'arriver à faire remonter autre chose. Alors, et de reconstruire des imaginaires. C'est comme ça que j'en reviens à ma question des images aussi. C'est que pour construire en économie autre chose, il me semble que la mobilisation du sensible et la mobilisation des imaginaires doit complètement revenir en fait dans la préoccupation et dans la sphère de réflexion des économistes. Alors ça se fait un petit peu, notamment dans les recherches qui portent sur l'économie sociale et solidaire, parce que ces approches-là, elles sont
aussi tissé dans la réflexion, évidemment, sur et avec le collectif ou les collectifs, et dans la pensée que l'économie fait partie du social. Et justement, non pas de concevoir l'économie comme une sphère à part ou surplombante des autres, comme je l'évoquais tout à l'heure avec le désencastrement. Sur cette reconstruction d'imaginaire, il me semble que la question en fait des fermetures, et je trouve que le documentaire, le film de Jean Robert se conclut sur quelque chose qui nous invite aussi à penser ça. La question de l'héritage et des fermetures, de qu'est-ce qu'on peut faire avec ce que le capitalisme industriel et financiarisé, auquel tu n'es pas encore arrivé qui commence juste avec les années 80. Qu'est-ce qu'on fait en fait avec cet héritage dont on voit bien combien il nous empêche d'imaginer d'autres organisations socio-économiques en fait. Il y a des secteurs en particulier qui sont hyper présents dans nos systèmes économiques et dont on a du mal à imaginer de se passer. Alors, c'est certains secteurs industriels, mais c'est aussi des secteurs associés au développement des technologies qu'on évoquait tout à l'heure. On en est même à imaginer qu'ils puissent être notre salut, tout en intégrant que les contraintes écologiques, d'une manière ou d'une autre, vont probablement rendre ces solutions inopérantes. Et donc, effectivement, il y a un moment donné, sans doute, l'idée d'arriver à se représenter ce que ça peut vouloir dire, par exemple, de considérer que le secteur de l'aviation doit ne plus être ce qu'il est actuellement et ce qu'il a pu être pendant des décennies. Et évidemment, ça soulève un ensemble de questions parce que une fois qu'on a dit ça, il faut se poser un ensemble de problématiques. On a des travailleurs, notamment des travailleuses dans ces secteurs-là. Donc, comment est-ce qu'on opère des redirections aussi avec cette main-d'œuvre? Il y a quelques pistes, notamment dans l'agriculture, puisque on sait que le modèle agricole doit également aussi évoluer largement. Dorc, à toi. Très bien. Oui, donc moi je suis enseignant en cinéma ici à Paris 8, donc les images constituent ma matière première, effectivement. Moi j'avais effectivement, du point de vue du documentaire d'archives, j'avais remarqué notamment que tu emploies, que tu réemploies, tu réutilises des archives, des images préexistantes. Ça peut être des archives institutionnelles, commerciales, de propagande aussi. Il y en a pas mal dans le film. C'est essentiellement documentaire, mais il y a aussi effectivement une dimension fictionnelle qui naît aussi, selon moi, qui peut naître de la post-synchronisation aussi, parce qu'il y a des bruits qui sont rajoutés aussi. Des bruits de chiens, de pluie. J'avais noté toutes sortes de bruits qui ont été ajoutés. Donc ça, on n'a pas le temps d'en parler. Tout à l'heure, tu as cité le documentaire expérimental de Godfrey Reggio comme source d'inspiration. Mais je me demandais quand même quel était le principe s'il y avait un principe de montage, puisque toutes ces archives, on a tous vu le film ici, sont décontextualisées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'indication dans le cours du film de la source, de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on voit. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'il y a toute une histoire aussi du documentaire qui décontextualise aussi ces archives, même s'il y a la voix off de Jacques Bonafé. Et même si, ce que j'ai fait moi, j'ai lu, en fait, Nous avons mangé la terre, donc l'ouvrage qui est une adaptation du film, après coup, où là, effectivement, on a la totalité, je pense, avec des archives en plus, d'ailleurs, comme Le Soleil Vert, des références d'où proviennent un petit peu les sources. Donc, mais du coup, quelle est la place
C'est un premier registre, premier type de question. Quelle est la place finalement accordée à la spectatrice, au spectateur, sachant que nous, on est au travail. Moi, ça ne me gêne pas du tout, en fait, que ça soit décontextualisé, puisque je me mets un peu, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, dans une position d'inconfort. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui beaucoup dans le cinéma, dans la ciné-écologie, c'est l'inconfort. Un film comme Demain, pour moi, c'est beaucoup trop confortable, par exemple. C'est totalement inoffensif, selon moi. Voilà, donc ça, c'était revenir peut-être sur cette place du public. Aussi par rapport à un régime d'affect que vise, c'est mon deuxième point qui peut être lié au premier, le régime d'affect un petit peu que tu vises. Et je prendrai un cas qui, moi, m'a posé un peu problème. Bon, je parlais des vues aériennes tout à l'heure des gratte-ciel. Je pensais notamment, c'est la séquence que les étudiantes et étudiants ont choisie d'ailleurs, avec ces images très belles de forêt. Hein. D'ailleurs, il y a la musique qui intervient à ce moment-là. C'est pas Phil Glass, mais bon, c'est un autre. Voilà. Et du coup, voilà, c'est comment apprécier d'un point de vue affectif cette présence d'une imagerie qui est voilà, extrêmement belle. Et ça m'a fait penser au débat qu'il y avait eu après le film de Al Gore, Une invraisemblable vérité. Je crois que c'est 2006 ou 2007. Qui est beaucoup moins intéressant que ton film, mais qui possède, alors là pour le coup, une multiplicité d'images, voilà, y compris de la wilderness américaine, du monde sauvage. Et on avait dit, tiens, en fait, cette imagerie, finalement, qu'est-ce qu'elle suscite comme type d'affect? C'est plutôt, finalement, celui de la nostalgie. Et comment la nostalgie, finalement, c'est un affect qui ne pousse pas vraiment à l'action, quoi. On est là, c'est un monde perdu, c'est un monde qui n'est plus là. Et je me demandais si, là aussi, hein, c'est vrai que cette imagerie, ces plans de différents points de vue, différents mouvements de la forêt, voilà, sont indissociables des images d'archives qui précèdent et de celles qui suivent. Mais c'est vrai que voilà, cette série comme ça de plans de la forêt voilà, pose pour moi la question de savoir voilà, comment on le reçoit. Alors j'en parlais, ça dépend aussi des générations. Là, j'en parlais récemment aussi avec des jeunes gens qui me disaient, mais finalement, la beauté, ça peut être aussi un vecteur d'action, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas connu du tout et qu'on peut préserver. Bon, donc il y a une espèce de... En l'espace de 10 ans, en fait, les débats sur des mêmes types d'images ont pu changer. Puis troisième point, qui rejoint la question de l'échec, finalement. Hein, de l'échec, qui est pour moi un échec du discursif, c'est-à-dire du discours. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir du discours, hein, mais quand tu dis, voilà, il y a les rapports du GIEC, il y a les experts, il y a les scientifiques, etc. Ce sont des discours. Et je me demandais si, bien sûr, ces discours doivent continuer, si on ne pourrait pas estimer que l'image, justement, on en a parlé, c'était très intéressant d'écouter mes collègues géographes et économistes, c'est passionnant de voir aussi comment l'image se positionne par rapport à tout ça. Voilà, non pas un salut, mais une expérimentation du côté de l'image, mais une vraie expérimentation ne serait pas, voilà, à voir, non pas dans sa dépendance au texte, parce qu'on pourrait se dire aussi que ton film, voilà, il provient d'un texte de chercheurs. Et ensuite, voilà, il y a ensuite, il y a un autre livre qui en est. Et par conséquent, que le discours, parlé ou écrit, disons, surplombe un petit peu le film. Ce qui n'est pas le cas, puisque je pense qu'il y a des relais, en fait, entre image et texte. Ça, si j'ai bien compris, et c'est très bien que tu en parles tout à l'heure. Mais je me demandais aussi, voilà, quelle était aussi finalement, une forme d'autonomie de l'image comme vecteur d'action, indépendamment justement du discours que l'on peut avoir sur ce dérèglement climatique et ce désastre écologique. Et je prendrai 2 exemples. Alors, je comptais en parler avec les étudiants du master, mais bon, j'ai pas pu, je vais être très rapide. Le premier exemple, assez récent, qui est un film de Abel Ferrara, qui s'appelle 444 Derniers jours sur Terre, où en fait, c'est une fiction, et on voit Willem Dafoe, qui, voilà, c'est 2-3 heures avant la fin du monde, et il est chez lui, sa compagne est peintre, et elle peint, etc. Et lui, il regarde la télé, il y a Al Gore, qui dit ouais, j'avais dit ça il y a 3-4 ans, maintenant personne ne m'a écouté. Et Willem Dafoe dit mais t'es un pauvre type, on s'en fout de ton discours, etc. Tu devais trouver d'autres moyens. Je
pense que c'est une manière d'Abel Ferrara de déplacer la question aussi du côté des puissances de l'image, par rapport à, non pas simplement une prise de conscience, mais vraiment à une action plus ou moins d'ailleurs directe des citoyennes et des citoyens par rapport à ces questions-là. Et deuxième aussi, on n'a pas le temps de le voir, mais je n'avais parlé avec Goran, mais on n'a pas le temps de le montrer. Pour moi, l'une des plus grandes séquences sur la déforestation, ça dure 2 minutes, c'est un film de Robert Bresson qui s'appelle Le Diable probablement, 1975. Et là, on voit des personnes, des ouvriers agricoles qui coupent des arbres. Voilà, et c'est d'une violence. On en voit 8 ou une quinzaine d'arbres qui tombent comme ça, avec le bruit, le montage, par fragmentation cher à Bresson. Et c'est vraiment une claque en fait. Donc là, on est vraiment dans une forme de désarroi, puisqu'on ne peut plus se rattacher à soit une image qui serait belle, soit une image choc, comme on l'a dans la une des presses ou dans les reportages télé, etc. Donc est-ce que finalement, là ça s'adresse aussi peut-être à tes prochains films, est-ce que peut-être les prochains films vont peut-être s'émanciper davantage encore du discours pour expérimenter plutôt cette matière, non pas brute de l'image, parce qu'une image n'est jamais seule, pour tester justement ou expérimenter des formes de sollicitation qui ne passent pas uniquement par le discours. On n'est pas du tout obligé de répondre maintenant. Une question. Je vais répondre sur une question technique sur la manière de sourcer les archives ou pas, parce que c'est important. Effectivement, ce film-là, à partir du moment où le point de départ de ce film-là, c'est un livre de recherche, du travail de chercheur, on pourrait imaginer que ça donne un film comme ça, avec une voix off, on pourrait imaginer, pourquoi pas, que ça donne un film entièrement d'images, qui soit une sorte d'interprétation purement esthétique, ou pas seulement esthético-sensorielle d'un travail de chercheur. Ce serait possible. Après, la question qui se pose, qui est une question très large et qu'on ne va pas débattre maintenant, c'est la question des diffusions. Quel canal de diffusion pourrait trouver un film comme ça, comment donc on le finance, etc. Parce que faire un film, c'est aussi ça, c'est aussi réussir à convaincre des gens, aller les voir, écrire, leur dire j'ai une super idée, il faut faire ça, c'est absolument important, c'est un film qui va fonctionner, etc. Et avant même de commencer à faire un film dans un travail de réalisateur, d'auteur, de réalisatrice, d'autrice, c'est de réussir à, autour de soi, convaincre une masse de gens qui ne vous attendent pas, qui ne viennent pas vous chercher en vous disant ce serait super que tu fasses ça, non. Donc c'est tout ça qui compte. Donc après, le canal de diffusion est important. Comment trouver des films? Donc le canal de diffusion, c'est-à-dire les financements. Voilà. Après, moi j'aime bien mélanger dans un film, j'aime bien travailler comme ça avec un peu de tout, parce qu'un film c'est comme un c'est un travail de laboratoire en fait, c'est un travail expérimental à chaque fois, à chaque nouveau film, quand il n'est pas trop formaté, celui-là je pense pas que ce soit un film très formaté, c'est un travail très expérimental. J'ai du texte, un texte que j'ai écrit à partir du livre, qu'on a retravaillé avec Jean-Baptiste et Christophe, avec les chercheurs déjà, en faisant des allers-retours, en ayant regardé des archives. On a toute cette masse d'archives qui arrivent comme ça, qui ouvrent des nouvelles pistes, qui nous obligent à réécrire, etc. Et après, la question, par exemple, de sourcer les archives, c'est une question qu'on a souvent avec les diffuseurs. Par exemple, nous, documentaristes, le diffuseur nous dit, mais quand même, ça c'est une image de propagande, comment le spectateur va faire son chemin lui-même, savoir que ça c'est une image de propagande, que ça c'est extrait d'un film éventuellement de fiction, etc. Comment, voilà. Et moi je fais le pari de l'intelligence du spectateur et surtout de l'intelligence des images elles-mêmes, de ce qu'elles disent, de la manière dont elles sont tournées et au fond de leur dimension, de leur pouvoir sensoriel. Et ce qui est puissant dans l'utilisation des images comme ça, en se disant, à condition que on ait une démarche éthique qui soit assez radicale dès le départ, parce que quand on utilise des images, c'est des images, là dans ce film-là, il n'y a pas une image qui est utilisée, il n'y a pas une image qui n'est pas, comment dire, concrètement liée à ce qui est dit dans la voix à ce moment-là. Elle peut être liée de plein de manières, mais il n'y a pas une seule image qui est utilisée parce que c'est une bonne image qui dirait bien les choses, mais en fait elle n'a rien à voir. Donc toutes les images qui sont là, elles sont sourcées au départ, elles sont à ces endroits-là dans le film parce qu'elles ont une raison d'y être. Donc ça c'est la question éthique, et au fond la question éthique appartient réellement à l'auteur, et il appartient à l'auteur d'avoir cette démarche éthique. Ensuite,
Les sourcer, ce serait casser complètement avoir des espèces de titres, d'années, de dates. Les sourcer, ce serait insupportable en fait. On serait plus dans un film, on serait dans un document, dans un dossier, etc. Donc on peut pas le faire. Donc il faut réussir à faire raisonner, travailler ces images ensemble, parce que ces images vont produire, en plus justement du texte, de la voix off qui est là, effectivement dans ce film-là elle est là, ça va produire d'autres choses, d'autres sentiments, d'autres réactions, d'autres interprétations, et qui peuvent éventuellement être, et c'est tant mieux, des interprétations multiples, parce qu'un film comme celui-là, l'objectif, c'est pas de faire... il ne s'agit pas que ce soit un document... Ça ne m'intéresse pas de faire un document facile. Voilà. J'aime bien les films rugueux, complexes, chargés, puissants, mais en même temps qui utilisent des ressorts de narration qui soient des ressorts efficaces. C'est-à-dire que je le fais quand même pour qu'il soit regardé, et je le fais quand même avec l'objectif au montage, dans le travail de montage, la rapidité, la manière de monter. J'ai cité Koyaanisqatsi, mais j'aurais pu citer, c'est un peu présomptueux de dire ça, mais avec le monteur, on a beaucoup travaillé aussi on a beaucoup regardé comment Dziga Vertov montait ses images de l'industrie au début du siècle. C'est hallucinant. Donc on a travaillé comme ça sur les images, essayer de retrouver des techniques de montage de Dziga Vertov, un peu comme ça, séquentiel, sériel, obsessionnel, etc. Donc voilà. Mais donc un film, c'est tout ça en même temps. C'est pas un travail. Au fond, c'est un travail d'atelier, c'est de l'artisanat pur. Voilà, c'est vraiment ça, c'est l'artisanat pur. Donc souvent on avance en marchant. Mais par exemple dans ce film, je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais je signalais, je pense par exemple au niveau du montage et de la narration, parce que le bouquin est très dense. J'en ai utilisé qu'une partie. J'aurais voulu aller plus loin, j'ai pas pu aller au-delà des années 80 parce que j'avais déjà 100 minutes, mais déjà on a mis une quantité d'informations inimaginable, démentielle dans ce film. Entre ce que disent les images et ce que disent le texte, et que ces deux choses qui résonnent ensemble, c'est beaucoup pour 100 minutes, en fait, en termes de quantité d'informations. Mais j'ai utilisé une technique que j'ai empruntée à la série, en fait, à l'intérieur d'un film qui n'est pas une série, qui est un film unitaire. J'ai emprunté à la série les ruptures. Donc on les voit en montage, c'est pour ça que j'ai utilisé mes filles là, qui sont sur la plage, etc. D'abord parce que symboliquement ça amène quelque chose sur la jeunesse, l'état dans lequel on laisse la planète aux générations qui viennent, etc. Sur la question de l'héritage. Voilà. Mais pas seulement, c'est que ces moments-là, techniquement, c'est une astuce qui me permet de faire une pause, je sais pas, à 20 minutes, à 40, à 60, à 80, une pause dans le film qui me permet de résumer ce qui s'est dit avant, de manière à ce que ce soit bien intégré, parce qu'il est important que le spectateur ait bien intégré. Donc il y a une dimension pédagogique, un peu comme les teasers de début de série, chaque fois qu'on recommence un épisode. Et là, je les ai intégrés, ce qui est assez rare, hein, je n'ai pas vraiment vu ça ailleurs. Je les ai intégrés à l'intérieur même d'un film unitaire, de manière à essayer de rendre l'ensemble du discours quand même plus clair, parce que pour moi, la dimension pédagogique, même si la dimension sensorielle est essentielle, parce que mon travail, c'est les images, etc., et les sons, mais la dimension pédagogique, pour moi, dans un film comme ça, est importante, parce que c'est un film qui doit avoir aussi, par sa dimension esthétique et par sa dimension pédagogique, par les deux dimensions, une portée politique qui permet, par exemple, aujourd'hui, de débattre ensemble de toutes les questions qu'il pose. Voilà. Justement, sur la séquence qu'ont choisi les étudiants et qui est le début du film, et cette idée de la notion de la transition, parce qu'on a parlé de la question de la notion de l'anthropocène qui est mise en débat, celle de la transition aussi, et comment on voit bien justement dans le film avec ce passage finalement de la forêt au charbon qu'on est dans des logiques d'addition et pas du tout de transition. Et toute cette aussi instrumentalisation entre les sphères politiques, scientifiques, et vous avez beaucoup mis en avant et discuté la dimension critique de votre travail. Et je pense qu'effectivement, l'enjeu très important, c'est vraiment, et c'est au cœur du livre comme du film, c'est de repolitiser, en fait, cette histoire de l'environnement. Et c'est vraiment, et aussi de relativiser toute cette idée de la crise, qui serait quelque chose de très récent, et aussi de la prise de conscience qui, pareil, serait très récente, comme si finalement on se rendait compte d'un moment, d'un coup, que voilà, on avait considérablement altéré. Et c'est tout, effectivement, tout ce dialogue fécond entre images, sciences, grand public, qui permet aussi de revenir un petit peu sur tout ça et de vraiment développer, de ne pas oublier que tout procède vraiment de choix.
voilà, bien sûr, économiques, politiques, et qui sont vraiment importants à analyser et à décrypter. Voilà, merci. Je vais ajouter un dernier truc, s'il n'y a pas de questions. Rapidement. Moi, je travaille donc depuis quand même quelques années maintenant sur toutes ces questions-là. Je suis pas extrêmement savant, mais à force de quand même de travailler, mon oreille traîne et je lisais des documents il y a quelques temps pour le prochain volet, on va dire, une deuxième partie à ce travail-là que je suis en train de faire. Je lisais des textes qui datent de la fin des années 80, de rencontres entre des économistes plus proches des milieux climato-sceptiques et des conseillers de la Maison-Blanche, juste avant des tentatives de signature d'accords internationaux sur le CO2 et sur le climat. Et dans ces années-là, il y a eu une grosse montée dans les années 80 du climato-scepticisme. Enfin, tout ça a été très bien documenté. Et à un moment donné, les climato-sceptiques ont commencé à dire ça devient un peu difficile de contrecarrer la science et de dire que, en fait, il n'y aura pas d'augmentation des températures. Et on a et donc quelques économistes se sont mis en action pour dire ok, en fait, c'est plus ce discours-là qu'il faut tenir, c'est un autre discours, c'est le discours de l'adaptation. Et c'est une vraie grande question, en fait, qui se pose parce que moi, je viens de remarquer, en fait, juste en écoutant la radio, comme tout le monde, les discours, que je vois la question maintenant en politique, c'est tout à fait nouveau. Ça date d'il y a quelques mois à peine. On commence à entendre, ok, on va avec surtout la vague de chaleur qu'on a eue. Pour la première fois, j'ai entendu régulièrement, pas quotidiennement, mais pas loin, chaque jour. J'ai entendu cette question de l'adaptation qui se pointait. C'est-à-dire, au fond, et l'adaptation pour le capitalisme et pour les agents à l'œuvre du capitalisme économique, les puissances financières, etc., ça veut dire quoi? Ça veut dire ça voudrait dire, éventuellement, si c'est mal utilisé, que puisque le réchauffement climatique, de toute façon, va advenir, puisqu'on aura 3 ou 4 degrés de réchauffement. On l'a entendu en France récemment. C'est la première fois qu'on entend dire vraiment par la classe politique on va avoir 3 degrés ou 4 degrés. Ça va arriver ici. Ce sera 8 degrés dans les Alpes, effectivement encore plus. Donc la question n'est plus de tenter d'arrêter le processus, donc d'éviter la casse trop forte. La question, et pour nous, l'humanité en l'occurrence, les pays occidentaux, va être plutôt de réussir à accepter que ça change. Donc, éventuellement, que le système économique ne change pas radicalement, accepter que ça change. Par contre, il va effectivement falloir trouver les solutions pour s'adapter. Et là, je trouve qu'il y a un moment politique à relever qui est extraordinairement important. C'est pour ça, entre autres, que j'ai fait le film sur Total. C'est autour de ces questions-là. Mais je trouve qu'il y a un moment politique extrêmement important parce que là encore, au fond, le capitalisme est en train d'essayer de nous convaincre que la seule solution à la réglementation des problématiques qu'on a de vie ensemble va être, encore une fois, passée par les arcanes de l'organisation capitaliste de l'économie. Merci beaucoup. Je crois qu'on arrive au terme de la table ronde avec des enseignants qui doivent se hâter vers des trains incertains. Un très très grand merci à tous. Enfin, peut-être Goran, tu veux conclure cet après-midi? Merci à toutes et à tous. Moi, je terminerai peut-être aussi avec l'affiche parce qu'elle a aussi un choix d'image. Et justement, je pense que c'est une très belle image de la plage. L'idée, c'était de ne pas choisir une image de catastrophiste avec l'apocalypse. Là, c'est plus de donner plus de l'espoir qu'après avoir vu le film, on va agir autrement et l'avenir appartient à la jeunesse.